La République d'Ouzbékistan est située au cœur de l'Asie centrale ex-soviétique et ses habitants, les Ouzbeks, descendent de tribus turco-mongoles établies là depuis le XIVe siècle. Après un atterrissage à Urgetz, nous arrivons à l'oasis de Khiva, d'où nous partirons en empruntant la route de la soie. L'histoire de Khiva, la plus intacte et la plus reculée des villes, remonte à celle des caravaniers qui s'arrêtaient à son puits pour trouver l'eau douce. En dépit de toutes les luttes et diversions tribales, Khiva a toujours été une cité rebelle, le repère de trafiquants d'esclaves, de brigands et même de pirates. Il faudra attendre 1924 pour que 15 000 Turkmènes assiègent la ville et attendent le renfort soviétique pour écraser toute révolte. En 1924, la région intégra la République d'Ouzbékistan. Près de la Médersa, le Kalfa Minor, ou minaret inachevé, devait s'élever à plus de 70 mètres pour être le plus haut du monde musulman. Mais sa construction fut abandonnée à 26 mètres à la suite du décès de Mohamed Amin. Une légende raconte que l'architecte aurait secrètement accepté de construire un minaret encore plus haut pour l'émir de Boukhara et qu'il aurait été jeté du haut du minaret pour sa trahison. Nous pénétrons dans le cœur de la ville, appelée Chakristan, pour voir au centre sur Ani l'artisanat local, des métiers à tisser la soie et la fabrication de porte-livres. À droite, l'école coranique Chergo-Zikson et la nécropole à gauche. Au XXe siècle, le grand vizir Islam Kodja fit ériger sa médersa en 1908 et son minaret en 1910. Des bandes de faïence émaillées dans les tons verts parsèment la plus haute tour de garde de Khiva, 44 mètres 800. La mosquée de Juma, 1788, au centre de Khiva, comprend un ensemble vertical de 213 piliers à 3,15 m de distance chacun. Les colonnes les plus anciennes datent du Xe siècle. 100 ans plus tard, 17 autres piliers ont été ajoutés, toujours debout. Dans ce palais, le harem, 1830-1832, est la première partie à voir. Dans ces 5 confortables chambres au sud, vivait le khan et ses 4 épouses légitimes. Au nord, résidaient les concubines et les servantes perses. Les dépendances
pendances du palais sont recouvertes de céramique miroitante et de stucs dorés. Le palais Nouroulabaï fut construit en 23 ans. On peut remarquer ses fenêtres russes et son très bel art de la porcelaine. Pour les petits Ouzbeks, pas besoin de pièces sophistiquées. Les pions rouges sont des capsules de Coca-Cola et les bleus, des bouchons de bouteilles d'eau. Depuis des siècles, le bazar s'étend à Khiva sur toute la place possible. Et c'est mieux qu'au BHV Bricolage ou Castorama, car on peut y trouver du neuf et de l'occasion. Au cours de nos 95 km de route pour rejoindre Ayaskala, nous passons par les champs de coton. Avant d'apercevoir les 3 forteresses en ruine de cette région. Avant d'atteindre notre camp de yourtes Karakalpak. Ces yourtes tentent de faire revivre le charme d'un site autrefois fertile. Il ne faut pas regarder de trop près les cuisines, le coin lavabo en plein air. Un peu de temps libre restant avant la nuit, nous partons faire un tour jusqu'à la forteresse située près du camp. Un repas nous attend sous la yourte. Avant que la lumière ne s'éteigne pour un concert folklorique. Françoise et Christine tentent une danse du ventre plutôt sage. Et chacun repère son coin pour dormir. Annie, au matin, émerge de sa couette et tous, nous reprenons le car par la route des anciennes caravanes en direction de Boukhara. Nous passons devant la forteresse de Pinkala, tout en longeant le désert de Kizilkoum.
visite de Boukhara commence par le minaret Kalon, la tour de la mort. Il est l'un des symboles de la ville car il domine à plus de 48 mètres et il annonçait aux caravanes épuisées leur arrivée dans une importante cité. Boukhara la Sainte, le pilier de la religion, est la plus secrète des cités caravanières et la mieux préservée des villes d'Orient. La ville de Boukhara était autrefois entourée de fortifications et on y pénétrait par 7 portes correspondant aux 7 jours de la semaine. La mosquée principale pouvait accueillir 10 000 croyants et la muraille, longue de 25 km, haute de 10 mètres, mettait l'oasis entière à l'abri. Après avoir visité le centre religieux de Boukhara, puis la bibliothèque, nous nous dirigeons vers le vieux bazar, ressuscité par une rangée de boutiques où se trouvent à présent artisans et marchands. L'après-midi, nous partons visiter les environs de Boukhara et l'ensemble Bakaouddin Naqshbandi qui date du XVIe au XIXe siècle. Ce site, le plus sacré de Boukhara, mêle culte et histoire, superstition et islam. C'est là qu'est enterré l'un des fondateurs les plus vénérés, Mohamed Bahouddin Naqshbandi. Le mausolée lui-même baigne dans la superstition. Les pèlerins font le tour du tombeau qu'ils embrassent. De très beaux portraits d'Ouzbeks, mais cherchez l'erreur. En fin d'après-midi, nous allons visiter la résidence d'été de Sitorai Moki Koza. Avant de dîner chez l'habitant. Nous commençons notre visite par l'ancien quartier ouzbek et par le Tchor Minor, ensemble de 4 minarets construits en 1807. Les 4 tours à coupole ne sont pas vraiment des minarets et ne l'ont jamais été. 3 étaient purement décoratives et la 4e donnait accès à la bibliothèque. Ces tours, hautes de 17 mètres, sont coiffées d'une coupole bleue.
La mosquée est connue sous l'appellation actuelle de Magok-i-Atari. Depuis le Xe siècle, son nom est dû en partie aux marchands d'herbes médicinales, Ama, en partie aux fêtes religieuses et enfin à la superstition de ses fouilles, Magok signifiant excavation. Puis nous passons par la coupole du Troc. Pour voir le musée du tapis. Puis nous arrivons à un emplacement entouré de mûriers et de restaurants, place très populaire où les hommes discutent politique. Avant d'arriver à la place des Samanides. Le mausolée Chachma Ayub comprend 4 salles à coupole datant de 4 époques différentes. Ce monument décoratif héberge aujourd'hui le musée de l'eau. L'impressionnante tombe d'Ismaël Samani est l'édifice le plus ancien de Boukhara. Ce cube de briques quasi parfait fut édifié au début du Xe siècle et appartient à la renaissance culturelle de la dynastie samanide de 875 à 999. L'édifice est constitué d'un cube de 10,8 mètres de côté aux 4 façades identiques. Face à l'édifice, de drôles d'ouzbeks. L'après-midi, nous visitons la forteresse de l'Arc qui rappelle la terreur de l'époque manguite. Demeure des seigneurs de Boukhara pendant plus d'un millénaire, l'Arc est aussi ancienne que Boukhara elle-même. Jusqu'en 1924, elle fut la résidence des dirigeants. C'est autour de ces murs que se développa la cité médiévale. Après la mosquée, datant du XVIIIe siècle, nous arrivons dans la salle du trône, en grande partie détruit par le feu. Cet édifice à 3 côtés fut le témoin de nombreux couronnements. Selon une tradition remontant à l'âge de Tamerlan, l'émir était élevé sur un tapis vers son trône de marbre. Et le soir tombe sur la forteresse que nous quittons après un dernier regard sur une ancienne cellule de prisonniers.
Sur la route en direction de Samarcande, des arbustes de tamaris partout et des sexaouls, plantes typiques destinées à protéger les yourtes du vent et du sable. Les deux tours d'entrée en ruine du palais Aksaray témoignent d'un véritable âge d'or. Tamerlan avait fait construire de magnifiques mausolées pour sa famille en demandant pour lui-même une crypte toute simple avec une seule pierre. Au lieu de cela, il repose dans le somptueux Gourémir de Samarcande sous une dalle de jade. Les marchés en Asie sont toujours très impressionnants. Avec des étals de viande où tournent les mouches, suppléments de protéines, et des œufs qui restent pendant des heures sous un soleil de plomb. Tilova signifie foyer de respect et de considération. La mosquée principale, Kop Kumbaz, est la pièce maîtresse de la Médersa Dorut Tilovat. Elle est reconnaissable à son dôme bleu. L'après-midi, une promenade en minibus à travers la montagne nous attend. Avant un dîner chez un habitant ouzbek de Samarcande, dont la maison ressemble davantage à un palais qu'à une maison traditionnelle. Au petit matin, nous découvrons la cour de notre hôtel Cher d'Or. La première visite commence par l'église arménienne. Suivie d'une mini-marche sur la colline Koutchak où est construit l'observatoire. Un petit musée octogonal a été construit tout près pour la visite de Georges Marchais. Nous admirons quelques poissons pêchés dans la Moudaria, avant de visiter une fabrique de papier.
où nous pouvons admirer des norias en activité assez originale. Enfin, nous atteignons le Réghistan, au cœur de Samarcande, restauré dans sa splendeur originelle. C'est l'un des complexes les plus beaux de l'islam. La médersa Shir-Dor, dont le nom signifie « qui porte des lions », est la seconde médersa du Réghistan. Elle fut construite entre 1619 et 1636. Les lions ressemblent à des tigres et la légende veut que l'architecte fut condamné à mort pour cause d'hérésie. La médersa Ouloubek accueillait une centaine d'étudiants. La tradition veut que le souverain en personne y ait enseigné sa passion, l'astronomie. La médersa Tilyakari fut la troisième médersa construite avec une façade de 75 mètres. Les mosaïques offrent un festival de symboles solaires. Sa coupole bleue et dorée est plate comme une assiette avec une peinture en dorure. Et nous quittons cette place magnifique pour un spectacle au théâtre des costumes. Les danses retracent les conquêtes, la grâce des favorites et concubines, avec la traditionnelle danse du ventre et la reconstitution des formalités de mariage. Mais avant tout, les costumes sont somptueux, un vrai régal pour les yeux. La réalisation de chaque costume a coûté une fortune. Les pourparlers du mariage sont en cours, avec l'échange de cadeaux pour la dot. Et c'est déjà le final où Armand monte sur scène pour distribuer une fleur à chaque danseuse. Le dîner, cette fois, a lieu chez un habitant tadjik. Le samedi matin, nous découvrons des peintures primitives de magnifiques icônes dans l'église orthodoxe appelée cathédrale Alexei. Puis, nous nous dirigeons vers le mausolée Gour-Émir, le tombeau du suzerain, datant des XIVe et XVe siècles, qui est une coupole surmontant le mausolée de Tamerlan.
La nécropole Shahizinda, le site le plus sacré de Samarcande, est la nécropole de mausolées et a concentré toutes les expériences architecturales des XIVe et XVe siècles en une apothéose de l'art de la céramique sans égal dans toute l'Asie centrale. Une céramique d'origine entre 1370 et 1380, datant de l'époque de Tamerlan, où l'on voit l'application de carreaux. La mosquée de Bibi Rani, à 4 minarets de dimension énorme, a été reconstruite au XIXe siècle après le tremblement de terre de 1868. Au XIVe siècle, elle contenait 12 000 croyants. De retour à l'hôtel Cher d'Or, Christine, après le dîner, nous donne quelques notions très appréciées sur l'art de la céramique. Le matin, sur la route en direction de Tachkent, les vendeuses de pommes attendent le passage des voitures. Au cours de différents arrêts, nous pouvons admirer les paysages, la flore et aussi les petits restos-routes. En route, un restaurant de brochettes nous attend. Le plafond et les lustres sont décorés avec l'artisanat local. À Tachkent, c'est dans l'ancien hôtel Sheraton, rebaptisé hôtel Markazi, que nous descendons. Rien à redire. La médersa de Barak Khan fut fondée au XVIe siècle par un descendant de Tamerlan. La façade, ornée de mosaïques bleues et d'inscriptions coraniques, abrite une cour plantée de rosiers. Ce lieu est le centre administratif du Moufti de l'Ouzbékistan, c'est-à-dire le chef suprême de l'islam officiel du pays. Le théâtre Novoï est situé face à l'hôtel Tashkent Palace. L'édifice reste un symbole de l'art soumis aux impératifs politiques. Il montre du marbre sculpté à l'extérieur avec de la pierre de granit. Il est décoré de 4 petits minarets décoratifs. Il s'agit là de la première fontaine construite en 1957 sur la place appelée autrefois place des Ivrognes. La médersa Abdul Kazim date du XIXe siècle. Et nous admirons quelques belles pièces de céramique dans l'un des musées de Tachkent.
une maison traditionnelle a été transformée en boutique. Cette statue représente les ouvriers ayant participé à la reconstruction de la ville après le tremblement de terre de 1868 et l'humanité venue les aider. S'il y a des parcs et statues à Tachkent, cette métropole de l'Asie centrale, capitale de l'Ouzbékistan, présente les grandes avenues du socialisme, réduisant à néant la vision romantique d'une oasis située sur la route de la soie. Elle a aujourd'hui plus de 2,3 millions d'habitants et est le centre de la finance. Le dernier soir, Isabelle et Françoise nous offrent un apéritif d'adieu dans leur chambre. Et je ne peux résister à l'envie d'aller faire quelques longueurs dans la piscine de l'hôtel avant le petit déjeuner. À 7 heures du matin, pas un chat, l'eau du jacuzzi brûle, mais celle de la piscine est chauffée à 29 degrés. Avant de rejoindre l'aéroport, nous passons devant la résidence des Affaires étrangères. Et avant d'inscrire le mot fin, quelques visages ouzbeks photographiés au détour des villes.